Toujours en direct, évidemment, de la REF, 3e saison, la rencontre des entrepreneurs de France. Le premier grand rendez-vous économique de la rentrée, c'est ici, sur l'hippodrome de Longchamp, que ça se passe, sous un soleil magnifique. Pour nous accompagner eh bien, tout au long de cette matinée, un sujet ressources humaines avec nos invités. Je dis nos invités, alors raison de plus de l'évoquer parce que j'en ai deux invités. On va parler du bien-être des collaborateurs, plus d'accompagnement, moins de contrôle. Alors là, vrai sujet pour eh bien, nos directeurs de ressources humaines. Et on en parle avec Jean-Édouard Grésy. Bonjour, merci d'être avec nous. Jean-Édouard, vous êtes associé, fondateur d'Alternego qui accompagne à travers le conseil, la formation, eh bien, les transformations stratégiques de nos entreprises et contribue à l'évolution des postures managériales. On va en parler avec vous. Olivier Rutard, bonjour. Bonjour. Merci Olivier d'être avec nous. Vous êtes directeur général adjoint chez Malakoff Humanis. Alors, faut-il encore présenter Malakoff Humanis? Eh bien oui, je le fais. Groupe de protection sociale paritaire et mutualiste à but non lucratif. Innover, alors ça c'est intéressant, on va citer votre raison d'être, innover sans cesse au service de l'humain, en faire toujours plus pour protéger et accompagner vos clients, entreprises, salariés et retraités. Olivier Rutard, le monde change. Cette crise a bousculé nos habitus dans l'organisation du travail. Qu'est-ce que vous constatez chez Malakoff Humanis ? Alors le monde change, le monde a changé et donc on constate une attente très forte des salariés, des collaborateurs et des clients sur des changements majeurs dans la relation de confiance. Des changements majeurs sur le faire confiance, sur le quotidien d'automatisation et on constate aussi qu'il y a un angle d'attention que l'on n'évoque pas souvent, que sont les RPS, qui ont monté beaucoup pendant cette période-là. Donc on a nous-mêmes des études qui sortiront bientôt, qui montrent que ce domaine est un monde engageant, engagé, qui attend des entreprises des attentions, du service, mais qui attend aussi beaucoup de soutien et beaucoup d'aide à exister, à travailler et puis à bien être. Bon, comment est-ce que les organisations, qu'est-ce que vous observez, vous, côté gestion de ces injonctions réglementaires, sécuritaires, qui ont parfois été complexes, en tout cas à gérer au quotidien pour nos organisations? Alors, d'abord, toujours rappeler le rôle du dialogue social. On est dans un monde dans lequel il faut toujours aller frotter nos convictions avec des gens de terrain et des gens qui savent nous dire les choses correctement et qui peuvent aussi nous aider à dépasser certains points de vue. Dialogue qui était de bonne qualité dans l'ensemble. Absolument, absolument. C'est une chose qui a été très forte dans cet accompagnement de la crise. Il faut savoir aussi dire à nos salariés dans quelle situation on est, donc une exigence de transparence. Je pense que c'est extrêmement important. Les gens s'informent, les gens même s'inquiètent. Il faut pouvoir rappeler les éléments de communication qui sont essentiels à bon état d'esprit et puis au bien-être. Et puis, je crois qu'il faut être à l'écoute des signaux faibles, de ceux qui marchent mal. Et je crois que l'honneur d'une société, et plus particulièrement d'une entreprise, c'est d'avoir une attention très forte vis-à-vis de ses plus faibles. Et donc je crois que c'est comme ça qu'on soutient le collectif et qu'on le garantit. Olivier Rutard, est-ce qu'il faut qu'on accepte, là c'est pratiquement philosophiquement, mais qu'on va continue de vivre dans ce monde VUCA, ce monde fait d'incertitude, où la relation au temps, la relation au travail, la relation à l'autre est en train de changer? Oui, par principe. Voilà, on est dans un monde instable et il y a des points de rassurance. Une entreprise, c'est un point de rassurance. Ses solidités, ses fragilités, il faut pouvoir en parler dans l'entreprise. L'entreprise doit savoir accueillir ça. Et donc, les formations ou les dispositifs d'écoute ou des solutions très personnalisées doivent pouvoir s'engager avec tous les acteurs et tous les partenaires sociaux qui sont eux-mêmes dans un rôle d'alerte ou d'accompagnement. Vous avez une formule, Olivier Rutard, que je reprends à mon compte, mais repenser à NSER, le collectif, c'est un collectif qui a été abîmé, dégradé par cette crise? Alors, le collectif a été dans une situation anxiogène. On peut constater ça. Chacun a vécu, lorsqu'il était confiné, des angoisses de sa situation personnelle et aussi son environnement économique. Donc, il ne faut pas non plus nier ça. Tout le monde a pu voir la solidité de l'entreprise dans laquelle il était, donc ça c'était plutôt rassurant. Enfin, néanmoins, il se pose encore des questions sur la suite. Donc il faut le repenser dans le sens des organisations de travail, il faut rediscuter, redésigner le futur, le repenser en faisant attention à des choses qui sont apparues et qui méritent une attention différente aujourd'hui par le CARE. Régénérer, vous nous dites aussi également les choses en termes de bénéfices réciproques. Alors là, c'est intéressant parce qu'on sort finalement de la préoccupation très égocentrée.
ça va fonctionner parce que ça fonctionne pour tout le monde. Exactement. On est dans un rôle gagnant-gagnant. Il n'y a que ça qui est pérenne de toute façon à la fin. Si demain il y a plus de télétravail, il faut dire aux personnes comment ça se passe en termes de locaux, de mètres carrés, comment ça se passe en termes d'indemnisation, comment ça se passe aussi en termes de productivité, quelles sont les métriques, enfin les rediscuter, être très à l'aise avec tout ça pour s'éviter des craintes et puis des incompréhensions surtout. Donc il faut absolument rendre les choses transparentes pour qu'on puisse tranquillement en parler, négocier et puis s'ajuster. Bon, Jean-Édouard Grésy, vous nous écoutez depuis le début avec beaucoup d'attention, je le suppose. Importance de recréer des liens. Comment est-ce que vous percevez là ce sujet du collectif, de ces liens, de ces relations qui ont été abîmées par cette crise, toutes les conséquences des mesures de protocoles sanitaires, de distanciation sociale? Qu'est-ce que vous constatez auprès de vos clients, celles et ceux que vous accompagnez au quotidien? Oui, j'ai le sentiment que cette table ronde elle est au cœur vraiment de la préoccupation première des dirigeants d'entreprise et des RH. On voyait dans le monde aujourd'hui que les patrons craignent l'hystérisation de la société et ils ont besoin de paix sociale. C'est exactement la même chose dans les organisations. Et j'ai envie de dire que c'est anthropologique. Plus il y a de distance dans l'organisation, plus il y a de distance dans la société, plus il y a de violence. L'inverse est vrai. Plus il y a de proximité, plus il y a de tranquillité. On a vu pendant cette période de crise sanitaire, d'après les études Gallup, que ce qui a maintenu l'engagement dans la durée, c'est le feedback. La capacité à maintenir ce lien quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte si j'ose dire. Et on voit effectivement que la plus grande violence que l'on puisse faire aux individus dans les organisations, dans l'entreprise, c'est l'ignorance, le fait de ne pas prendre en considération leurs difficultés, leurs émotions et leurs intérêts. Là, vous avez un ouvrage qui fait beaucoup d'actualité médiatique de Rosin Vallon qui dit qu'il faut prendre en compte ces émotions, mais pas que les émotions, attention. Derrière les émotions, il y a des intérêts. Ces intérêts doivent être satisfaits, suivi dans des plans d'action dans la durée. Donc c'est effectivement un travail de dialogue, comme le dit très bien Olivier, de dialogue social renforcé pour faire face aux épreuves en cours et à venir. Jean-Édouard Grésy, est-ce que le télétravail va compliquer les choses? Cette mise à distance, évidemment, peut créer aussi une forme de conflictualité, ce que vous évoquez in fine et à terme. Oui, alors moi, mon constat, c'est que je suis médiateur. La conflictualité a considérablement augmenté durant cette période de quasiment 2 ans maintenant. Tout simplement parce que les instances de régulation naturelles, informelles, tout à l'heure Benoît Serre parlait de la machine à café, voilà, les sorties de réunion où on se donne un petit feedback, j'ai pas très bien aimé ce que tu as dit, pourquoi tu as dit ça, etc., ne se sont pas faits. Et qui permettent de réguler les relations, bien sûr. C'est ça. C'est bien. Et on sait que le lien social, c'est du frottement, c'est du rire, c'est de la convivialité, c'est des moments voilà, improvisés, etc. Et nous sommes des êtres sociaux, nous avons absolument besoin de nourrir ces liens pour nous sentir bien et pour générer du bien-être, du soutien social, de l'entraide. Et c'est absolument vital. Donc il faut absolument trouver le bon équilibre entre cette agilité qu'on a pu observer dans le travail à distance et cette nécessaire mise en commun, frottement dans le collectif du quotidien. Bon, Olivier Ruttard, est-ce qu'il y a un tabou sur le sujet santé mentale? On parle beaucoup évidemment de santé mentale au sein des organisations. Jean-Édouard Grésy l'a pas dit, mais quand on a préparé cette séquence, il me parlait de l'effet Corona Bug. On a des démissions, des abandons de postes, de l'absentéisme qui a explosé dans les entreprises. Est-ce qu'on évoque ce sujet santé mentale suffisamment aujourd'hui ou on le met de côté en se disant on verra ça plus tard, c'est pas la priorité? Oh non, on est tout à fait conscient de ce qui existe. On a assez de signaux faibles ou des signaux chauds là-dessus. Je crois que notre responsabilité, c'est d'en parler, c'est pas de le mettre sous le boisseau. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on a tous intérêt à que ça aille bien, que ça aille mieux. Et donc, lorsqu'il y a une difficulté, il faut qu'on en parle, il faut l'évoquer. Troisième sujet, on est tous dans des schémas de vie dans lesquels on peut aller plus ou moins bien. Voilà, c'est comme ça. L'imperfection, c'est ce qui fait le sel de l'humain. Et notre sujet, c'est l'histoire. Et donc, l'histoire de l'humain dans une entreprise, c'est avec ses plus, ses moins. Et on l'apprend dans son entier. Donc, il faut faire attention aux gens. Et si on fait attention aux gens, voilà, il y a une espèce de don contre don qui fait qu'on se doit quelque chose. Nous, on doit l'attention, on doit l'intérêt, on doit aussi mettre en pause parfois certains projets pour reprendre ce contact-là. Et pendant cette crise, je crois qu'on a pu avancer parce que ce dialogue existait et on a pu aussi s'occuper de façon individuelle lorsque les signes apparaissaient souffrants et qu'il fallait pouvoir aider les gens au-delà même de nos obligations. Je crois que ce soutien et cette solidarité, c'est ce qui marque nos organisations. Bon, la qualité du dialogue social, vous l'évoquiez tout à l'heure, qui a été
mis à l'épreuve, évidemment, dans cette tempête. C'est celles et ceux qui avaient initié les choses avant mars 2020. C'est celles et ceux qui avaient mis en place cette culture du dialogue qui a été éprouvée. C'est ceux-là qui s'en sont sortis plus facilement que d'autres. Non, je crois pas. C'était révélateur finalement. Je crois qu'eux, ils avaient un exercice. Ils savaient faire l'exercice. Les autres s'y sont adaptés, ils s'y sont ajustés. Je trouve que cette crise a fait apparaître plusieurs choses intéressantes. La résilience. D'abord, c'était incroyable de constater il y a 18 mois dans quel état on était. Regardez dans ce qu'on est aujourd'hui. Ça va apparaître aussi des relations de confiance. On a confiance en l'entreprise. On est même plutôt content d'être à l'intérieur. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que sera dans 18 mois. C'est à nous de prendre la main sur les modèles de demain. C'est à nous de prendre la main sur les réflexions qu'on doit avoir ensemble. Et je dis bien ensemble, ce n'est pas une entreprise descendante, c'est des groupes de travail, des co-constructions sur des solutions à découvrir avec des partenaires sociaux, avec les salariés, avec les parties prenantes. Je crois qu'il faut être ouvert. Bon, plus d'accompagnement, moins de contrôle, Jean-Édouard Grésy, ça se décrète ou c'est une culture? On a vu que la productivité était au rendez-vous, j'en parlais avec Benoît Serre il y a quelques instants. La créativité aussi n'a pas forcément été entamée. Les gens, finalement, ont travaillé, sont revenus plus ou moins facilement dans les entreprises. Il faut lâcher un petit peu, les middle management doivent lâcher un peu les collaborateurs là. Oui, y a un adage qui dit « plus on m'impose, plus je m'oppose, plus on m'implique, plus je m'applique ». C'est du bon sens paysan, si j'ose dire, mais effectivement, le contrôle reste nécessaire, mais il doit être davantage transparent sur la manière dont il est conduit et davantage concerté avec les parties prenantes. Ce qu'on observe, c'est un mouvement qui existe avant la crise, c'est-à-dire des organisations plus horizontales, plus participatives dans les décisions, etc. Ce qui génère une montée des conflictualités, c'est ce dont on parlait. Et ce que j'observe au niveau des organisations, c'est que toutes ne sont pas prêtes à accueillir cette hausse de la conflictualité. Or, c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Ce n'est pas ça, le conflit. C'est le propre d'une société totalitaire que de vouloir supprimer les conflits, disait Hannah Arendt. Donc, moi, la question que je pose aux chefs d'entreprise, aux DRH, c'est je ne suis pas d'accord avec mon collaborateur, je ne suis pas d'accord avec mon manager, qu'est-ce que je fais? Et si je n'ai pas de réponse, je suis inquiet. Vous regardez toutes les sociétés premières, toutes les communautés humaines, quelles qu'elles soient, il y a toujours un système graduel qui est prévu en interne pour gérer les tensions du quotidien. Quand on dit à des gens de vivre ensemble, on leur dit de se disputer et il est important de développer une saine conflictualité pour élaborer les décisions de demain parce que dans la mesure où, comme le dit Olivier, on est dans l'incertitude avec la crise climatique qui est toujours là, avec un certain nombre de crises en cours, n'ayant pas les décisions de fond, il faut travailler et renforcer la forme, c'est-à-dire les process qui permettent d'arriver aux décisions pour impliquer tout le monde et faire en sorte que ce ne soit pas quelques minorités qui prennent le drapeau des contestations. Bon, Jean-Édouard Grésy, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que c'est un petit peu, alors j'ose l'analogie comme dans le couple, le sujet c'est pas de s'engueuler, c'est de bien s'engueuler. C'est ça. C'est prouvé aussi sur le couple. Les relations qui durent le plus longtemps ne sont pas celles où l'on s'engueule le moins, mais celles où l'on s'engueule le mieux. D'où l'importance effectivement d'être formé à ces dimensions-là et puis de développer au niveau RH aussi des instances de facilitation pour recréer les conditions du dialogue, de l'entente sereine. Je dois pouvoir être en désaccord avec un collaborateur sans en avoir peur. Bon, ce que vous nous dites, c'est que finalement, plus on va vers la coopération qui est nécessaire, plus on va vers l'engueulade ou la conflictualité, pour le dire de manière plus théorique et plus correcte. Les managers sont suffisamment formés, sont au bon niveau pour réguler ça? Pas vraiment. Non mais on peut se dire les choses. Alors, dans les années 70, on avait déjà un grand sociologue qui nous disait que le propre du management à la française, c'est l'évitement des relations de face à face et la fuite face au conflit. J'ai pas le sentiment que c'est énormément progressé. Il y a une grande culture de l'évitement, ce qui génère d'ailleurs des pics complètement fous sur des situations dites de harcèlement moral, sexuel, etc., ou avec des retentissements dans la presse complètement dingues, alors qu'on aurait pu peut-être traiter ces situations à la racine de manière beaucoup plus efficace si personne n'avait évité le problème. Olivier Ruttard, comment tout ça, alors tout ce qu'on évoque là avec Jean-Édouard Grésy, avec vous depuis le démarrage, ça va influencer le recrutement des organisations, le recrutement aujourd'hui, attirer les talents? Est-ce qu'on est en train de changer là, de braquer de paradigme?
Oui, je crois qu'aujourd'hui, nos jeunes talents, puis plus loin, tous les talents ont des attentes vis-à-vis de l'entreprise, des attentes sur l'environnement, des attentes sur la relation de travail, des attentes sur la qualité de la relation. Je crois qu'on n'a pas envie de se faire engueuler au travail, on est des adultes, on a besoin de se parler. Par contre, il faut reprendre les codes de se parler. On a aussi besoin de pouvoir se confier dans l'entreprise ou ailleurs, si jamais on a un pas de côté à faire, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi la famille à prendre en compte. Voilà, on a toutes ces injonctions et l'entreprise doit réserver des espaces à ça. Après, c'est les modalités de réserve qui doivent être discutées. Donc oui, ça change. On attend des entreprises qu'elles soient citoyennes et qu'elles aient un lieu et un lien à changer. Il y a des biais, mais il y a du bien. Bon, il y a un sujet générationnel là. On a les millennials qui sont peut-être plus exigeants. Vous parliez d'attente, moi d'exigence. Il y a un sujet générationnel. Il y a un sujet générationnel, mais il y a un sujet sociétal. Enfin voilà, le monde a changé, le monde change. On ne veut plus vivre ce qu'on a vécu. Très bien. Qu'est-ce qu'on veut vivre demain ? Ça, c'est à construire. Il faut le faire ensemble. Bon, grand groupe, ETI, PME, tout le monde au même niveau, tout le monde au même niveau de maturité sur ces sujets. Chacun est ce qu'il est. Je crois qu'on doit pouvoir gérer les singularités. C'est ça qui nous intéresse. Alors c'est vrai que les jeunes ont des modalités de travail et d'échange par les réseaux sociaux qui parfois peuvent nous questionner. Néanmoins, ceux qui arrivent, il faut aussi faire avec. Et ils devront faire avec nous aussi. C'est un mixte d'équilibre. Jean-Edouard Grésy, aujourd'hui, les entreprises... Bon, alors, on a inversé le paradigme. Ce sont les entreprises qui sont recrutées, plus l'inverse. Vous avez des jeunes talents qui arrivent aux entretiens aujourd'hui, qui vous posent des questions sur votre engagement mécénal, sur la politique de formation, la GPEC, sur l'adaptation du temps de travail. C'est ça, les attentes aujourd'hui? Ça ressemble à ça, un entretien de recrutement? C'est très simple. Avant la crise sanitaire, il y avait eu sur LinkedIn toute une pétition de jeunes diplômés qui disaient « Nous refusons de travailler dans une entreprise qui ne prendra pas en considération les enjeux de climat dans sa transformation ». Il y a eu la crise entre-temps, donc forcément, il y a le marché de l'emploi qui génère un rapport de force. Mais aujourd'hui, le marché de l'emploi est à nouveau dans la conquête des talents. Et donc, c'est un marché qui s'est à nouveau tendu pour le recrutement. Et je pense que ces aspirations vont être à nouveau au cœur du sujet pour pouvoir recruter les talents de demain. Ce qui est extrêmement sain. Je pense qu'effectivement, le rapport du GIEC est extrêmement alarmant. Il faut que le politique s'en saisisse. C'est une évidence que la société civile s'en saisisse, mais que le monde économique s'en saisisse, c'est évident. Et plus l'entreprise pourra faire sa part, plus elle va donner du sens et de la fierté d'appartenance, et donc avoir de la facilité à la fois à générer de l'engagement, de la mobilisation, mais de la rétention des talents. Bon, engagement sociétal, nos entreprises, je pense, sont en train de prendre conscience évidemment de ces sujets. Vous évoquez notamment le rapport du GIEC. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Les choses sont claires désormais. Plus d'accompagnement, moins de contrôle. Est-ce qu'il n'y a pas, à vouloir attirer tous les talents, à avoir des métiers évidemment en tension, un risque de démagogie finalement? On a parlé d'entreprises horizontales, d'entreprises libérées. C'est un vœu pieux cette affaire-là, ou on va vraiment vers une tendance de fond? Évidemment, il y a des risques de démagogie, de greenwashing, de posture. On a vu des chartes de valeurs émerger, mais il faut avoir un minimum d'échantillons sur soi pour pouvoir rester crédible dans la durée. Personne n'est dupe dans la durée. On a vu à travers cette crise, il y avait une étude de Dupuis qui était intéressante, qui montrait que le top management avait été plutôt plébiscité. Le management de proximité avait été également plus plébiscité par rapport à sa capacité de réagir au quotidien, à gérer les situations. Par contre... Les intermédiaires. Je vous vois venir, évidemment. Les middle, on est en train de les tuer là ou Non, ça dépend de la taille des entreprises, parce qu'on ne peut pas trop généraliser, mais effectivement, il y avait un rapport qui montrait que dans les très grandes entreprises, on était passé de 7 à 11 échelons hiérarchiques, et que forcément... les messages se perdent un petit peu, cette autonomie dont on parle se perd, et il y a besoin de simplification. Jean-Edouard Grésy, Olivier Ruttard, merci beaucoup. Le bien-être des collaborateurs qui passe par plus d'accompagnement et moins de contrôle, c'est ce qu'on a évoqué avec vous. Jean-Edouard Grésy, associé fondateur d'Alter Nego, Olivier Ruttard, directeur général adjoint de Malakoff Humanis. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présence.